Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les Bulles de Flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Cet épisode commence dans un atelier d'horlogerie. Nous sommes à Genève en 1839. Et dans cet atelier, nous pouvons voir une jeune fille qui travaille à l'établi. Cette jeune fille, elle s'appelle Marie Pouchoulin. Elle est née le 24 mai 1826 à Genève. C'est la fille d'Adrienne Paudet et de Jean Pouchoulin. C'est son père qui est horloger. Sa famille est descendante des réfugiés huguenots français. C'est des gens qui sont plutôt modestes, mais qui sont fiers d'avoir choisi de vivre en liberté plutôt que de se soumettre au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Vous savez qu'à ce moment-là, les protestants ont dû fuir la France pour rejoindre d'autres pays. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un exode de protestants qui sont arrivés en Suisse. Marie, elle a des parents qui sont plutôt ouverts aux idées nouvelles et donc elle peut fréquenter l'école sans problème. Mais à 13 ans, elle va quitter l'école pour les aider à l'atelier. Mais le soir, pendant que son père continue de construire des montres et continue son travail d'horloger, elle va passer ses soirées à lire. Elle lit plein de poètes, elle lit des philosophes, elle lit aussi les journaux que son père laisse traîner. Dans ces poètes et dans ces philosophes, il y a par exemple Lamartine. Elle lit aussi Jean-Jacques Rousseau et puis elle aime bien Joseph Proudhon, les idées anarchistes. C'est des mots qui lui ouvrent des portes et puis qui la nourrissent en fait, qui font qu'elle se sent de plus en plus outillée pour arriver dans cette Genève protestante du 19e siècle. La société, elle est très ordonnée et donc bien entendu que les femmes sont à leur place. Et ça, Marie, elle apprécie pas totalement et elle a envie de vivre un peu différemment. Chez les Pouchoulin, on accueille beaucoup d'idées nouvelles. On est plutôt d'obédience laïque, on est plutôt socialiste et on aimerait plutôt vivre sous un régime républicain. C'est plutôt une famille ouverte sur l'étranger, ouverte sur les idées nouvelles dans laquelle Marie va grandir. Et dans les années autour de 1848, forcément avec les révolutions qui se passent dans les pays environnants, il y a de plus en plus de réfugiés européens qui viennent se réfugier à Genève. Et là, ça rend encore la vie plus intéressante, d'autant plus que la famille Pouchoulin, elle a des chambres à louer et que ces chambres, elle les loue à des hommes qui racontent les barricades, qui racontent les combats pour la liberté et les combats pour l'égalité, des récits que Marie Pouchoulin va boire avec délectation. C'est certainement là que vont naître ses convictions. Petit à petit, elle se forge une idée qui est que, bien entendu, que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est pas du tout un luxe, c'est une absolue nécessité et elle a envie de s'engager pour ça. À 19 ans, elle va se marier une première fois avec Marc-Antoine Mercier, qui est un commerçant, et ils vont avoir un fils ensemble qui s'appelle Henri, mais elle ne supporte absolument pas la vie domestique, Marie. Elle est très malheureuse et ça l'étiole complètement. Elle rêve de débats, de voyages, de sens, elle rêve de découvrir le monde, elle rêve de s'engager pour les causes qui lui tiennent à cœur. Et puis dans cette vie domestique, franchement, elle se sent un peu étriquée. Et donc un jour, elle rencontre un autre homme. Cet autre homme, il est allemand, il s'appelle Amand Gögg. C'est un révolutionnaire en plus qui a été ministre de la République de Baden, qui est une région allemande, et elle tombe raide dingue de ce mec. Le problème, c'est qu'elle est mariée. Mais pour le suivre, il va falloir divorcer et c'est pas une mince affaire en 1850 à Genève, puisque une femme ne peut pas divorcer sans l'accord de son père. Et vous savez, nous en reparlerons, qu'en Suisse, cette clause, elle durera quand même jusqu'en 1988. On y reviendra. Et bien sûr, quand elle décide de divorcer et qu'elle va poser son dossier au tribunal, le tribunal refuse, sous prétexte que c'est un caprice féminin. C'est les termes qui sont utilisés. Alors, le sang de Marie ne fait qu'un tour et elle va se battre. Mais vous savez quoi? Elle va devoir se battre pendant 6 ans. Elle va devoir s'acharner. Elle va devoir faire des démarches toutes plus humiliantes les unes que les autres. Elle va devoir affronter tous les regards méprisants possibles et imaginables pour qu'elle obtienne enfin ce divorce qui va être prononcé en 1856. Ça devient en fait beaucoup plus qu'un acte personnel, ce divorce. C'est un vrai acte politique et c'est probablement le premier acte politique de Marie Pouchoulin.
Marie, elle revendique pas seulement la liberté d'aimer, elle contexte l'ensemble du système qui enferme les femmes dans ce genre de format d'obéissance. C'est après son divorce qu'elle va pouvoir épouser son amoureux, qui l'a attendu, et ensemble, ils vont partir pour Londres, dans un premier temps, pour vivre assez pauvrement, mais assez intensément, parce que là, elle qui rêvait de débats, de voyages et de sens, elle est servie, parce que c'est exactement la vie qu'elle va avoir avec son mari révolutionnaire. Elle apprend l'allemand, elle apprend l'anglais, elle fréquente des ouvriers, elle fréquente des penseurs, elle fréquente des gens qui veulent modifier, qui veulent changer le monde. Ça la nourrit complètement, Marie. Elle découvre aussi les cercles abolitionnistes qui veulent abolir la prostitution et les premiers mouvements féministes britanniques qu'elle va rencontrer au moment donc où elle vit à Londres. C'est là en fait que va naître sa conscience internationale. Le fait que la cause des femmes traverse les frontières, le fait que la cause des femmes lui est absolument chère, ça va s'inscrire à ce moment-là dans son parcours. De retour en Suisse, le couple va s'installer d'abord à Offenburg, puis ensuite à Bienne en 1866, et c'est à ce moment-là, dans ces années-là, que Marie Goegg-Pouchoulin va devenir une véritable militante pour le droit des femmes. Elle va écrire, elle va correspondre, elle s'engage, elle a des contacts dans le monde européen puisqu'elle s'est installée à un moment donné en Angleterre, elle a passé par l'Allemagne et évidemment qu'elle a un réseau en fait qui se tisse à travers l'Europe. Son mari va s'engager à ses côtés avec les mêmes idées et il va être à ses côtés aussi quand ils créeront la Ligue internationale de la paix et de la liberté où elle-même va être intégrée pour y représenter les questions féminines et siéger au comité central. Là aussi, on est dans quelque chose de très original parce qu'à l'époque, comment vous dire, les femmes, elles siégeaient assez peu dans des comités centraux. En mars 1868, elle va même publier un appel dans une revue qui s'appelle Les États-Unis d'Europe. Elle dit ceci: Courage donc, fondatrice de comité, amis dévoués de tout ce qui est noble, ne vous rebutez pas devant les difficultés de l'entreprise et l'exiguïté de vos ressources. Elle va aussi, à cette époque-là, rencontrer une femme qui sera importante dont je vous parlerai dans le second épisode, qui s'appelle Julie von May. Et puis elle crée le 26 juillet 1868 à Genève l'Association internationale des femmes, qui est la première organisation féministe de Suisse. Le programme, il est très clair. Égalité des droits civils, des droits économiques et des droits politiques, c'est-à-dire droit de vote et droit d'élection. Accès des filles à l'éducation, oui, elle va se battre aussi pour que les femmes puissent entrer à l'Université de Genève, on va en parler dans un instant. Liberté du travail, donc on peut choisir son travail et on peut avoir une égalité des salaires. Déjà là, on en parlait. Je vous rappelle quand même qu'on en parle toujours. Et puis déjà là, vraiment, le suffrage universel, bien sûr, c'est très important aussi pour elle. Elle va aussi créer le Journal des femmes, qui est la première revue féministe suisse, qui sera un espace de parole totalement inédit où elle raconte les luttes des femmes qu'elle a pu voir en Angleterre, en France, mais aussi aux États-Unis. Et elle va rapporter des histoires de luttes qui sont menées dans l'ensemble du monde occidental pour l'acquisition de nouveaux droits. Sa plume circule, sa plume relie, sa plume fédère. Mais à un moment donné, il va y avoir une sorte de brisure puisque la guerre franco-prussienne de 1870 vient briser cet élan, puisqu'à ce moment-là, l'Europe va se replier, la Ligue de la paix va s'éteindre, parce qu'on est en temps de guerre, et puis les voix féministes, elles vont être très clairement recouvertes par le bruit des canons. Et il va donc falloir attendre que la guerre s'arrête, ce qui n'inquiète pas du tout Marie Goegg-Pouchoulin, parce qu'elle a le temps, elle sait que c'est important, elle sait qu'elle n'a aucune intention de laisser tomber quoi que ce soit des revendications qui sont les siennes. C'est pour ça qu'en 1872, elle va déposer une pétition qui s'appelle « Genevoise mère de famille », où elle va avoir 30 signataires pour déposer cette pétition qui sera la première pétition citoyenne portée par une femme en Suisse et qui réclame l'accès des filles à l'Université de Genève. C'est quelques années après l'histoire de Marie Heim-Vögtlin dont nous avons parlé il y a quelques jours, parce que l'Université de Genève à ce moment-là ne donnait pas accès aux filles à ses rangs. Et elle va obtenir gain de cause, Marie Goegg-Pouchoulin, c'est grâce à elle que le Grand Conseil ouvre l'université aux étudiantes et ça va représenter encore une fois une véritable avancée historique. On se retrouve demain pour la suite. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout.